Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro, un podcast produit par Thémavet. Bonjour, je suis Marine Slove, vétérinaire touche-à-tout, journaliste et fondatrice de Thémavet. Moi, je suis Sophie Hulford, vétote multicasquette, et je me suis fixée comme objectif l'amélioration du quotidien des vétérinaires. Bienvenue sur la saison 2 du podcast qui donne la parole aux vétérinaires. Vous entendrez ici des consoeurs et des confrères, praticiens ou non, raconter leur parcours professionnel, avec leurs réussites, leurs joies, leurs difficultés et leurs échecs aussi parfois. En se confiant sur une tranche de leur existence et en interrogeant leur quotidien professionnel, ils nous démontrent qu'il y a 1000 façons d'être vétérinaire. Nous avons voulu ici nous raconter tels que nous sommes vraiment. Parler de notre rapport au métier bien sûr, mais aussi et avant tout de notre rapport à la vie, à l'animal, à la planète. Ici, pas de tabou, pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute! Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, sur Veto Micro, j'accueille vétérinaire Marine Delmer. Bonjour, Marine. Bonjour. Diplômée de l'école vétérinaire de Alfort en 2017, après 7 ans de pratique en canine avec un intérêt particulier pour la chirurgie, tu es aujourd'hui en reconversion professionnelle. Ton projet principal, un moral aux abois. Une association ayant pour mission de mettre fin au harcèlement dans le milieu vétérinaire et de soutenir ceux et celles qui sont actuellement confrontés à cette problématique. Un sujet sensible dont nous allons bien sûr parler en détail à travers ce podcast. Alors Marine, pendant ton temps libre, que tu réalises aujourd'hui comme étant bien précieux, tu passes du temps avec les gens et les animaux qui te sont chers. Tu lis, tu brodes, tu fais du kayak et de l'impro. Bref, tu priorises ton bien-être. J'ai eu la chance de tomber sur ton article dans la presse locale pour réaliser que nous étions voisines. Néanmoins, je n'ai pas dérogé à mon habitude, je reste cachée derrière ordinateur et micro et t'interviewe à distance. Marine, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Es-tu prête ? Oui, je suis prête et merci à toi de m'avoir invitée. Alors la première question traditionnelle de Veto Micro, pourquoi vétérinaire ? J'étais toute petite, j'avais 5 ans. J'ai découvert l'univers du cheval avec une amie. Et quand je suis rentrée à la maison, le premier truc que j'ai dit à maman, c'est maman, c'est génial. Moi, je vais faire monitrice d'équitation. Alors maman est un peu attachée aux études, alors du coup elle a un peu paniqué. Elle a dit non, mais tu crois pas que c'est mieux de les soigner quand même ? Ah oui, c'est vrai, c'est pas bête. Et voilà. Après j'ai beaucoup changé, j'ai pas voulu faire de l'équine derrière, plutôt canine. Or, tout ce qui était orthopédie, chirurgie, c'était pas tout de suite d'un intérêt, c'est vraiment en découvrant. Mais au final, voilà, j'ai un peu varié, on va dire, dans l'univers vétérinaire, mais en revanche, j'ai jamais dérogé, ça a toujours été vétérinaire depuis mes 5 ans. Et pendant cette période, entre tes 5 ans et le début de tes études, comment tu as fait pour continuer à nourrir un peu cette ambition ? T'es allé voir des vétos, t'as passé du temps en clinique Pas particulièrement, mais après j'ai fait le stage de troisième. Le stage de troisième, je l'ai fait en tant que palefrenier dans mon centre équestre parce que ça me permettait de suivre le vétérinaire équin le mardi. D'accord. Donc du coup j'avais fait ça. Après je suis pas particulièrement allée voir d'autres vétos. En fait, je m'imaginais pas ailleurs à ce moment-là qu'au pied d'un cheval en train de regarder une boiterie. C'est vraiment, déjà, je pense qu'il y avait déjà peut-être l'intérêt pour l'ortho au final quand je m'entends dire ça. Mais voilà, je me voyais pas ailleurs. C'était pas possible. D'ailleurs, ça m'a posé pas mal de problèmes parce que comme j'ai redoublé pour le premier concours, j'ai fait une 3e année de prépa. Et ben en fait, d'aller chercher d'autres options, c'était très compliqué parce que je me voyais vraiment pas faire autre chose. D'accord, donc c'était vraiment une conviction profonde. C'était dans tes tripes, quoi. Ah oui, complètement. Et comment ça s'est passé alors cette période de prépa ? Moi j'ai eu la chance que ça se passe très bien parce que j'ai eu l'opportunité de faire ma prépa dans mon lycée. Donc en fait, ma première année de prépa, je me suis même pas rendu compte que j'étais en prépa, si ce n'est les 6/20 en mathématiques, dont j'avais pas du tout l'habitude. Mais en soi, ça s'est plutôt bien passé parce que c'était un univers que je connaissais déjà. Après, je suis d'un naturel très compétitif, donc du coup, c'est sûr que quand je commence à me prendre des tollés en notes, je vais pas trop apprécier. Je vais faire ce qu'il faut pour essayer de monter. Mais en fait, voilà, j'ai travaillé comme je travaille d'habitude. J'ai donné tout ce que je pouvais et puis voilà. Et puis en fait, la prépa s'est faite là.
J'ai fait donc la deuxième année avec le premier concours que j'ai raté à une 30aine de places parce que une sale histoire de lynchage lors d'un oral. Enfin bon, bref. Oui, les choses qui font un petit peu mal. C'est ça. Je vois bien. Et après, du coup, en fait, j'avais sur le premier concours, j'avais sélectionné dans ce que je souhaitais derrière en fonction des résultats. J'avais mis que les 4 écoles veto et AgroParisTech. Mais alors AgroParisTech, c'était juste pour voir si j'étais capable de l'avoir, en fait. Et ayant raté le concours à 30 places, j'avais AgroParisTech, auquel j'ai dit non. Parce que pour moi, c'était évident. Il fallait que j'aille en école vétérinaire. Donc ça m'a valu quelques petites réflexions de mes professeurs de la deuxième année. Dis donc, c'est culotté de dire non à AgroParisTech. Bah oui, mais c'est pas du tout mon objectif. Ah, c'est drôle. Enfin, et après, par contre, il a fallu vraiment que je me renseigne sur les écoles agricoles, enfin, AgroParisTech d'un côté, mais tous les cursus que vous pouvez avoir pour si jamais j'avais pas veto, en fait. Qu'est-ce que je faisais? Parce que ça, je m'étais pas du tout posé la question au début. Et tu le vivais comment ça, à cette période-là? Voilà, cette période, elle a été très difficile parce que déjà, je suis pas quelqu'un qui a forcément très confiance en soi. Donc, nécessairement, quand j'ai compris que j'avais quand même dit non à une belle école, je me suis dit, quand même, c'est vrai que c'est un peu culotté. Rien ne me garantit d'avoir à nouveau cette école après. Donc, je me suis beaucoup mis la pression sur cette 3e année de prépa. Et t'as envisagé à un moment peut-être les écoles d'aller faire veto à l'étranger, par exemple? Alors, j'y ai songé quand j'ai commencé ma deuxième année, aller en Belgique. Et puis en fait, j'avais déjà commencé ma 2e année. Je me suis dit, franchement, c'est la voie ici. Si ça se fait pas là, éventuellement, je verrai pour aller en Espagne ou quoi que ce soit. Mais je voulais m'accorder ces 2 chances en France. Et si ça se faisait pas, tant pis. C'est que j'étais pas faite pour ça. Ouais, ce qui se faisait dans ma tête. Une grande motivation et une petite résignation quand même à ce moment-là, j'entends. Oui, un petit peu, c'est ça. Bon, finalement, tu y arrives, donc ce qui est super. Tu arrives en école veto. Comment ça se passe cette période-là? Ah, c'était génial. Enfin, pas tout. Mais rentrer en école, c'était génial. Déjà, je trouve que quand on est en prépa, et je pense que c'est peu importe la prépa, on sait pas ce qu'on va devenir. Tout est basé sur un concours qui a quand même 30% de chance dans l'affaire. C'est pas que du travail et de l'attention. Donc en fait, on sait pas où est-ce qu'on va être. Et là, le fait de rentrer en école vétérinaire, ça a posé toute une partie de moi qui devait être très stressée de tout ça, dans le sens où je savais ce que j'allais devenir. Donc ça, c'était franchement sympa. Puis du coup, j'ai mes parents qui m'ont offert ma chienne pour mon concours, donc j'ai eu mon petit bébé à côté de moi. Enfin bon, c'était sympa. Puis après, les études se sont faites. La 3e année, qui moi j'estime est la plus difficile en tant qu'étudiant veto. D'accord. Pourquoi ça? En tout cas, parce que en fait, on a un rythme de dingue. Il n'y a pas une semaine qui se passe sans qu'on ait une évaluation. Alors, ça peut être un partiel, ça peut être un truc de TD, ça peut être la dissection. Enfin, je me souviens plus exactement quelles sont les matières, on va dire, en 3e année, mais je sais que la 3e année, elle est dure, et globalement, pour en avoir discuté avec pas mal de copromos, arrive un moment où on se pose la question de ce qu'on fait là. Ah oui, ok, parce à que ce le point-là. rythme est quand même assez intensif. Ouais. Mais bon, on a tous tenu, hein. C'est qu'une année. Et puis après, c'était l'hôpital, quoi. Donc du coup, ça c'était cool. Ouais, c'est le concret. On n'a pas du tout confiance. Ouais, c'est ça. On n'a pas confiance dans ce qu'on sait, mais en fait, on se rend compte qu'on sait plus de choses que ce qu'on pense. Très bien dit. Et puis du coup, après c'était fun. On avait enfin les animaux, on avait tout ça. On commençait vraiment à rentrer dans le métier, quoi. On n'était plus sur de la pratique. Enfin, on n'était plus sur de la théorie. On était sur la pratique. Et t'as dit, c'était génial. Enfin, pas tout. Tu faisais référence à quelque chose en particulier quand tu disais la pas 3e année, la 3e année, elle était dure. La 3e année, elle était franchement dure. Mais c'est en ça qu'elle était. Enfin, c'était sympa quand même, hein, mais c'était un rythme. C'était fatigant.
Et à quel moment, donc tu as démarré finalement ton projet à 5 ans en pensant devenir vétérinaire équin. À quel moment tu bascules et tu commences à te dire plutôt la canine et peut-être même plutôt l'orthopédie par la suite? Alors en première année, on doit faire un stage. Alors je sais pas si c'est en première année ou si c'est un stage que j'ai fait en plus. Je crois que c'est un stage que j'ai fait en plus durant l'été. Après la première année, du coup, je suis allée voir un vétérinaire à Chantilly parce que je voulais faire équin, mais il faut pas déconner, moi je voulais faire les chevaux de course. Voilà, très logique. J'adore cet univers et donc je voulais aller là. Donc j'ai fait un stage à côté de Chantilly dans une clinique qui s'occupait des chevaux de course. Et donc il y avait le patron et il y avait 3 employés, une que j'ai pas vue parce qu'elle était en vacances et du coup j'ai suivi 2 jeunes qui sortaient d'Italie. Mmh. Et là j'ai déchanté par contre parce que bon, moi c'était que 2 semaines donc je me levais très tôt pour y être parce que je suis restée chez mes parents qui sont en région parisienne. Mais elles par contre elles étaient au travail de 6h à 23h quoi. Parce qu'en gros les chevaux de course c'est soit très tôt parce qu'après il y a l'entraînement, soit c'est milieu d'après-midi, voire fin. Et on essaie de caser les chevaux de propriétaires. Donc quand les chevaux des courses sont disponibles, c'est là qu'on va aller chez eux et après c'est sur les propriétaires qu'on intercale un peu par-ci par-là. Et ne serait-ce que même dans des écuries, alors j'ai vu des écuries de fous avec les chevaux de course, j'ai touché des chevaux qui valent plus que ce que j'ai gagné tout au long de ma vie, je pense. mais il y avait, enfin j'ai même les entraîneurs qui m'ont dit quand ils sont renseignés sur le fait que je faisais un stage pour ça. Ils m'ont dit non mais faut pas faire ça. Ah oui. Ils m'ont dit c'est les frais vétérinaires, c'est le premier truc qu'on coupe. Mmh. Et effectivement, le monde des courses était un peu en crise à ce moment-là. Ouais. Oh, vu la conjoncture économique, je suis pas sûre que ce soit beaucoup mieux maintenant. Ouais, effectivement. Mais non, clairement, quand il y a déjà les entraîneurs qui me disent ça, que je vois les filles qui travaillaient des horaires de fou et qui étaient shootées à la vitamine, qui avaient pas de vie. Moi, j'ai pris la décision que j'aime beaucoup mon métier, il y a pas de problème, j'adore. Mais par contre, j'ai une vie. Bon, l'expérience a fait que derrière, j'ai fait les mêmes bêtises qu'elle. Je me suis donnée à fond et j'ai pas particulièrement cherché à avoir une vie. Maintenant, si, je comprends l'importance, mais déjà, à cette époque-là, je m'étais rendu compte que du coup, l'équine, c'était pas du tout pour moi, quoi. Oui, tu t'es pas posé la question de te dire peut-être pas les chevaux de course, mais autre chose. Tu t'es vraiment dit non, la l'équine, je tire un trait. Non, en fait, non. Enfin, dans ma tête, c'était vraiment chevaux de course. Et donc du coup, quand ça s'est retrouvé un peu à l'eau comme projet, j'ai basculé sur le chien et le chat parce que j'ai toujours eu des chiens à la maison. Je pense que c'est pour ça que j'ai basculé sur le chien et le chat. Et après, pendant les cours, c'est la neuro qui m'a vraiment plu parce que moi, j'aime bien me triturer l'esprit. Ah oui, avec la neuro, t'es gâtée. Très mystérieux. Ouais. Je trouvais ça très mystérieux, un peu mystique, c'était sympa. Et puis en fait, dans un cours, en fait, j'ai assisté à tous les cours et à la fin du cours, à chaque fois, on avait le même tableau et ça m'a un peu donné l'impression de, on a un tableau, on va rentrer des cases, on va mettre des croix dans certaines cases et ça va nous donner le diagnostic. Et j'ai détesté. J'ai détesté ça, l'idée d'avoir une carte toute faite pour arriver au diagnostic, non. Donc au final, après, j'étais allée voir un neurochir pour chercher mon sujet de thèse. Et en fait, j'ai adoré la chire, parce que c'est tout le temps différent. Même si c'est que des TPLO, on va dire, c'est jamais la même. Et donc c'était ça qui me plaisait. Puis bon, je suis très bricoleuse, alors percer des trous, mettre des vis, ça me plaisait bien. Oui, parce que c'est... Je vais peut-être me faire lyncher sur ce que je dis, c'est rare. Mais j'ai l'impression que c'est, ou en tout cas de mon temps, c'était plus masculin l'attrait pour la chirurgie orthopédique. Alors évidemment, les tendances sont inversées aussi sur le fait qu'il y a beaucoup plus de filles aujourd'hui. Mais j'ai pas l'impression que c'est quand même fréquent cet attrait vers la chirurgie ortho, comme tu le cites. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, ceci dit, c'est vrai que quand je réfléchis par rapport aux personnes, aux peu de personnes que j'ai rencontrées, donc je pense que l'échantillon n'est pas du tout représentatif, mais aux peu de personnes que j'ai pu rencontrer et qui étaient chirurgiens, effectivement, chaque fois c'était des hommes.
Mais d'un autre côté, je me dis aussi en rural, c'était pareil, quoi. C'était majoritairement des hommes, et c'est quand les femmes sont arrivées qu'elles ont installé, qu'elles ont créé entre guillemets des façons de faire qui ont permis de faciliter, de réduire la dureté du métier, là, les efforts qu'elles doivent faire et compagnie. Je me dis que en chirurgie, ça doit être pareil. Mais effectivement, comme ça, je vois plus d'hommes que de femmes, ouais. Ouais. Oui, peut-être le keto. Alors, très genré, ce que je vais dire, le côté bricoleur. Oui. Là, je vais vraiment me faire lyncher. Bon, super. Donc là, t'es séduite par la chirurgie ortho. Et donc, à quel moment tu te dis, du coup, je vais me lancer dans un internat? Moi, je voulais pas. Moi, je voulais quitter la France. Je voulais aller vivre en Irlande. J'avais découvert l'Irlande lors d'un stage et j'étais littéralement tombée amoureuse de l'Irlande. Moi, ce que je voulais, c'était aller là-bas. Et en fait, c'est mon directeur de thèse qui m'a dit oui, mais attends, peut-être, tu vois, ça peut être intéressant. Passe quand même le concours de l'internat. On sait jamais. Ça peut toujours t'ouvrir des portes. Parce que moi, l'idée d'avoir le board, c'était pas la peine d'y penser. J'avais très vite compris que moi, j'allais pas mettre 10 ans de plus dans les études. C'est bon, j'aime bien, mais faut quand même pas plaisanter. Donc non, de là, me spécialiser et faire de la recherche, ça, je l'ai laissé à ceux qui étaient vraiment faits pour ça. Donc, je savais que j'allais faire un peu une sorte de voie alternative. Et donc, du coup, j'ai quand même passé le concours de l'internat parce que il m'en avait parlé. Et au final, j'avais trouvé un internat privé en chirurgie où je suis allée. En fait, j'ai fait 1 an là-bas. Donc, c'était un internat déjà spécialisé en chirurgie. C'était pas un internat général, petits animaux. Ah non, pas du tout. Ouais, Okay. non, c'était pas un internat public, c'était vraiment un internat privé et j'étais assistante de chirurgie. Donc, je m'occupais de tout, quoi. Je m'occupais enfin tout, pas exagérer. Le chirurgien faisait les consultations et moi je préparais les animaux pour l'anesthésie avec le protocole qu'elle est bien, et puis je m'occupais du réveil et puis j'assistais le chirurgien pendant. Et comment ça se passe alors cette période-là? Alors l'internat a été instructif, on peut dire. Non, il a été très instructif. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses sur la chirurgie notamment, évidemment. Par contre, ça a été une période qui a déjà été difficile parce que je me suis pas vraiment posée, faut dire. J'ai enchaîné les soins intensifs avec le passage de la thèse et puis hop, j'ai filé pour aller faire un internat. J'ai pas vraiment pris de vacances. Et en fait, en internat, ça a été compliqué. Les horaires étaient très lourds avec des gardes qu'on se répartissait. On était 4 internes. Donc c'était fatigant, potentiellement comme tout internat doit l'être, mais c'était quand même assez fatigant. Et puis le fait de pas avoir confiance, ça aide pas. Ça aide pas quand on fait les urgences. Mais bon, clairement, moi, il y a quelques cas qui se sont passés et qui sont mal passés. Pas nécessairement de ma faute, mais qui du coup ont fait que je me suis posé de grosses questions au bout de 4 mois d'exercice d'internat. Mais j'avais pas non plus particulièrement de soutien de la hiérarchie. Clairement, je me suis posé la question de continuer sur cette voie en fait. Sur la voie de l'internat ou sur la voie vétérinaire tout court? Non, sur la voie vétérinaire déjà. À lire entre les lignes, c'était plutôt un manque de soutien, d'encadrement finalement, d'accompagnement sur les cas. Avec des gens finalement qui sont très juniors quand on fait un internat et que peut-être les seniors n'étaient pas assez présents, c'est ça que je comprends. C'était j'ai subi déjà à ce moment-là du harcèlement moral, sauf que je m'en suis pas rendu compte. Je m'en suis pas rendu compte parce que quand on est tout jeune, qu'on sort de l'école, on se dit que effectivement de toute façon tout est notre faute puisqu'on est nul. C'est quelque chose qui est assez fréquent malheureusement. Et non, j'ai déjà subi, mais à cet endroit-là, de la part de la hiérarchie, des actes de harcèlement moral qui... Ça, plus la difficulté de pratiquer en ne sachant pas avec certitude que ce qu'on fait est correct, c'est pas facile. Donc je pense que c'est un cumul, en fait. Ouais. C'est même plutôt destructeur. Est-ce que tu serais OK pour partager peut-être un peu plus précisément ce que, même si à l'époque tu pouvais pas mettre un mot sur harcèlement moral, mais avec le recul, les choses qui aujourd'hui, que tu estimes le sont? C'était des excès de colère très très forts. C'était
des accusations de choses dont je n'étais pas responsable, mais c'est pas grave. J'étais estimée comme responsable. Ouais, c'était majoritairement des choses comme ça. Après, ça dépendait des personnes, des personnes de l'équipe, hein, mes co-internes aussi, elles ont bien vu tout ça. Mais ouais, c'était surtout ça. De l'abus de pouvoir un peu, du coup? Je sais pas si on peut parler d'abus de pouvoir parce que techniquement, j'étais qu'interne. Bah justement, c'est ce que je voulais dire, c'est que comme tu n'es enfin, en tout cas, je dis ça parce que les expériences que j'ai pu avoir ou qu'on m'a pu me rapporter, c'est que le statut d'interne est un peu considéré comme un subalterne et que du coup, on considère un petit peu comme un moins que rien parfois, finalement, on a les excès de finalement, ce que la personne subit, il le reporte un peu sur l'interne. C'est ça que je veux dire par abus de pouvoir, en fait. Ah oui, probablement, oui, il doit y avoir de ça. Puis il y avait beaucoup de manque de soutien face à des cas difficiles qu'on rencontre tous, hein. Qu'on rencontre tous, des choses qu'on n'explique pas forcément. Là, l'animal qui bat tous les records alors que médicalement parlant, on comprend pas comment il peut être encore en vie, des choses comme ça. Enfin voilà, des clients m'ont accusé de choses de ce style-là. Et j'ai pas eu de soutien. Non, effectivement, c'est parce que j'étais nulle et que voilà, et qu'il fallait que je m'aplatisse plus bas que terre pour demander pardon à ces clients-là. Et déjà, c'est pas du tout dans mon caractère. Mais bon, j'aurais aimé effectivement un peu plus de soutien de la part de personnes qui ont probablement connu ça, elles aussi, au final, puisqu'on l'a tous connu. Soutien et peut-être discernement aussi entre la faute à qui c'est. Et oui. Tu échanges à ce moment-là avec tes co-internes, vous en parlez, est-ce que tu te dis OK, finalement, même si tu te poses la question d'arrêter, est-ce que tu te dis c'est un peu normal, c'est un internat, est-ce que ça vous en parlez entre vous? On était un peu, alors j'étais la seule en chirurgie, mais on était un peu toutes à la même enseigne. On avait un peu toute hâte que ça s'arrête. C'était compliqué. Après, on n'a vraiment pas mis le mot dessus. On était vraiment, on était très solidaires à se poser des questions sur les cas. Et ça, t'en penses quoi? Voilà, c'était, on essayait de fonctionner nous à 4, en fait, vraiment d'avoir une solidarité entre nous et de faire au mieux. Après, non, on n'a pas mis de mots dessus, mais par contre, on avait bien cerné les éléments qui étaient problématiques, quoi. Et à l'époque, est-ce que tu en parles aussi, peut-être tu avais des contacts aussi avec des gens de ta promo qui étaient peut-être dans les mêmes situations ailleurs? Alors, pas pendant. Mais je me souviens qu'à la fin de mon internat, il y avait... c'était peut-être début d'année d'après, enfin, ça devait être ça, un truc comme ça. Enfin, il y avait les 1 an, quoi. En gros, et on s'était un peu, presque tous retrouvés à l'école. Et à un moment, j'avais discuté, on était une dizaine. On avait discuté de nos expériences, et sur les 10, on était déjà, il me semble, facile 7 à se poser la question de continuer ou pas, quoi. Parce qu'on était tombé sur des personnes un peu comme ça. L'expérience n'est pas similaire pour tout le monde, bien évidemment, mais des personnalités un peu dures et des épisodes un peu traumatisants pour quelqu'un qui sort tout juste d'école, quoi. Et en regardant en arrière aujourd'hui à cette période, bon, déjà t'as réussi à mettre des mots dessus, mais avec le recul que t'as, qu'est-ce que tu ferais différemment? Est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment du coup pendant cet internat? Si je me remets à cette période-là, je sais que j'avais pas vraiment confiance en moi. Maintenant, aujourd'hui, je sais la vétérinaire que je suis. Et franchement, je suis pas si mauvaise que ça. Donc, je pense que avoir un peu plus confiance en moi. Après, je trouve que sur un internat, c'est compliqué. Je sais vraiment pas s'il y a des choses que je ferais différemment, parce que j'ai tendance à prendre les choses à cœur. Je pense que si le moi d'aujourd'hui pouvait se mettre sur l'épaule de la moi de l'époque, j'aurais tendance à lui souffler que c'est pas grave, on s'en fout. Tu continues, tu mets les œillères et tu vas tout droit. Et puis ça va se calmer. Parce que bon, au final, j'ai appris beaucoup de choses, hein. Ouais. L'expérience intellectuelle a été riche, mais l'expérience humaine un peu moins. Complètement.
Et quand tu dis je sais la vétérinaire que je suis aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Comment tu as acquéri un peu plus de confiance? Je pense que ça serait intéressant de faire une étude là-dessus, parce que je crois pas qu'il y en ait encore. Mais je trouve que quand on a 2 ans d'exercice, qu'on a vu déjà suffisamment de choses, on se rend compte un petit peu de ce qu'on vaut, de ce qu'on est. L'internat a beaucoup aidé aussi. Et plus aussi derrière le fait de voir ceux qui sortaient de l'école et voir d'autres personnes, ça permet d'aider en fait à voir un petit peu comment on fonctionne. Après, c'est, je pense aussi, la réception des urgences, de se rendre compte, voilà, qu'en fait on est largement capable. Il y a des choses. Enfin, je sais que j'ai eu des urgences. Je faisais une échographie. Alors à l'époque, forcément, j'étais pas non plus forcément très douée dedans, mais dès que je voyais un truc, je me suis dit, écoutez, ça peut être ça, ça ou ça, et quand ça revient et que ça confirme nos hypothèses, en fait, on se rend compte qu'on est peut-être pas si mauvais que ça. Donc, en fait, oui, je pense que la confiance se monte progressivement quand on a ce genre de cas un peu compliqué où en fait on va avoir la confirmation entre guillemets d'un spécialiste qui va dire oui, bah il y avait bien ça. Que là, on se rend compte un petit peu plus du véto qu'on est. Oui, donc selon toi, c'est vraiment plus une histoire de temps finalement. De toute façon, il faut du temps. Enfin, après, je suis pas quelqu'un qui a tendance à avoir une confiance de fou. Et je trouve que c'est une qualité au final dans notre métier de pas avoir trop confiance en soi, parce que du coup ça laisse la place au doute et ça laisse la place à la recherche et s'assurer qu'on n'est pas en train de rater quelque chose. Je suis pas convaincue qu'il y ait énormément de vétérinaires qui soient sûrs à 100% de leur diagnostic et qui posent le truc et c'est comme ça et c'est pas autrement et qui se plantent pas, quoi. Oui, pas confondre confiance en soi et arrogance, ça c'est sûr. Ah oui, non, bah ça c'est sûr. Mais peut-être que les vétérinaires sortants bénéficieraient quand même d'un peu plus de confiance en eux, je pense. Peut-être qu'il y a un juste milieu entre les deux. Oui. Après, je pense qu'un petit encadrement, même si ce n'est que léger, sur les premières années, ça peut être très bénéfique. Ne serait-ce que pour conforter qu'on n'est pas en train de faire des bêtises. Oui, parce que en fait, pour moi, il y a que le temps. Ouais. On va en parler justement la suite. Mais est-ce que tu penses que tu parles de l'internat par exemple comme étant une expérience riche intellectuellement, humainement ça a été compliqué. Est-ce que tu penses que si ça avait été moins compliqué humainement, que peut-être finalement cette acquisition de confiance en soi pourrait arriver plus rapidement? Bonne question. Alors sur un internat, comme on est quand même très dans l'apprentissage, je dirais pas nécessairement. Par contre, sur une année de pratique où on est déjà confronté à tout ça, mais on a la possibilité de contacter les personnes qui ont plus d'expérience que nous et pouvoir discuter avec eux, là je pense qu'on va acquérir plus rapidement la confiance en soi. Ne serait-ce que pour valider en fait. Valider que ce qu'on dit et ce qu'on fait, en tout cas, est correct et semble bien. Donc, ce que tu dis, c'est quand tu passes dans une phase plus active, l'internat, c'est peut-être quelque chose de plus passif, où tu es vraiment en apprentissage pur, presque, et qu'après, quand tu passes vraiment sur la pratique, à ce moment-là, tu as besoin de plus d'accompagnement. Plus, je sais pas, mais je sais pas si on a nécessairement besoin de plus d'accompagnement, mais d'avoir comme un petit ange gardien, en fait, un petit, une personne. Moi, je sais que j'ai toujours beaucoup aimé tout ce qui était brainstorming et tout ça. Si on a un cas pour moi où on sait pas trop, où on se demande tiens qu'est-ce qu'on aurait pu faire ou quoi que ce soit, en discuter avec quelqu'un qui a plus d'expérience, dire commence par ça, tu fais ça et puis on verra ensuite. Je trouve ça bien. C'est un peu le principe des journal clubs ou des trucs comme ça qu'ils font dans les grosses structures, hein. C'est se mettre tous ensemble autour d'un cas, on décortique et puis on voit. Pour moi, c'est ça qui montre qui va réussir à monter notre confiance en soi, c'est rencontrer ce genre de cas et se rendre compte que ce qu'on a fait, c'était bon. Ouais, ok. Donc la réassurance sur sa prise de décision finalement. C'est ça, tout à fait. Ouais. Ok, très clair. Alors l'internat se passe finalement, tu sors de l'internat. Là, ton objectif à l'époque, en sortant de l'internat, quel était-il? Alors, en sortant de l'internat, j'arrête.
Ah oui, ok. Donc, t'étais toujours dans cette optique de... Ok. Ah ouais, non, c'est bon. Ça m'a complètement essorée. Désillusion totale. J'ai accepté de redonner une chance quand même au métier parce que je voulais pas m'arrêter à une expérience. Enfin, deuxième expérience parce que j'en avais déjà eu une avant en école qui s'était très bien passée. Et donc du coup, j'ai quand même décidé de redonner une chance. J'ai fait un petit remplat qui s'est extrêmement bien passé. Et au final, du coup, j'ai continué dessus, quoi. Et dans le remplacement, tu dis qui s'est extrêmement bien placé? Qu'est-ce qui définit pour toi alors? C'est quoi qui s'est extrêmement bien passé? Comment est-ce que ça s'est passé pour que ce soit si bien? C'était un petit cabinet. J'y étais que pour 5 jours, donc c'était vraiment pas énorme. Mais il y avait que moi. En fait, donc j'ai tout fait. J'ai répondu au téléphone. J'ai fait les ventes de croquettes, les conseils, les consultations, et il y avait vraiment que moi. Et du coup, ça s'est très bien passé parce que ça m'a mis face à ce que je savais faire. Et les gens étaient extrêmement bienveillants, c'était très familial. C'était vraiment sympa, je trouve, comme expérience, et ça m'a fait découvrir une autre facette du métier, une facette différente, puisque en internat, c'était du référé. Il n'est pas la même pratique quand même que le généraliste, on va dire. Et donc là, c'était vraiment plus généraliste, familial, et ça m'a vraiment plu. Parce que y a beaucoup de bienveillance quand même. Enfin, les personnes que j'avais en face de moi étaient très bienveillantes, donc c'était chouette. Ouais, très sympa. Et une approche client, évidemment, qui est complètement différente aussi de l'internat. Très différente. Les attentes sont complètement différentes. Enfin, c'était... Donc, tu sors de ça reboosté. Et donc, tu te dis, ça y est, ok, c'est quand même la bonne décision. Je continue. Ouais, je continue. J'ai fait... après, j'ai un peu vadrouillé en France. J'ai commencé par un CDD, et puis en fait, j'étais pas sûre que ça se passerait forcément très bien dans cette clinique, et puis en fait, j'ai été démarchée par une autre clinique où je suis allée, qui avait pour objectif notamment de développer tout ce qui était chirurgie orthopédique, donc c'était super pour moi. Et là, ça s'est passé mais divinement bien. Enfin, franchement, c'était des patrons en or. J'ai adoré mon temps là-bas. Alors le seul bémol, c'est que la région géographique ne me plaisait pas du tout. Zut. Donc, je savais que j'allais pas y faire long feu, on va dire. J'allais pas rester là-bas très longtemps, mais les patrons étaient tellement bien que j'ai hésité à continuer jusqu'à ce qu'ils partent à la retraite, eux. Je me suis dit que ça mettait quand même une grosse partie de ma vie, une grosse partie entre parenthèses, on va dire, et vraiment, géographiquement parlant, je me sentais vraiment pas bien là où j'étais. Ouais, ce qui est important quand même aussi. C'est ça. Et là, t'étais en CDI? Là, c'était un CDI. Ouais. Ouais, ok. Et t'es restée combien de temps au final? Je suis restée un tout petit peu moins d'1 an parce qu'après j'ai eu mon dernier poste. J'ai eu un entretien pour la zone géographique où je voulais travailler, donc du coup j'en ai profité. Et tes super patrons là de ton CDI, comment tu les caractériserais? Ils étaient très à l'écoute. Honnêtement, c'est les seuls patrons que j'ai eu et vus. À chaque fois que je rentrais, qui me disaient, dis donc, t'as trop travaillé ce mois-ci, là, maintenant, tu vas me prendre des jours, hein, parce que c'est pas possible, hein. C'est les seuls que j'ai entendu dire ça. Et qui étaient hyper à cheval sur notre repos, sur comment on était. Dès qu'on faisait quelque chose, je me souviens, j'ai eu ma première dilatation torsion chez eux. Donc j'avais une amie avec qui je travaillais chez eux, justement. On l'avait faite à 2, et je n'arrivais pas à retourner cet estomac. Donc on les a appelés. Ils ont passé au moment où la porte s'est ouverte pour qu'ils rentrent, il était quand même plus d'1h du matin. L'estomac s'est retourné. Donc en fait, ils sont venus pour rien. J'étais mal, mais mal. Et le lendemain, on a quand même eu des félicitations. Félicitations les filles, vous avez super bien géré. Alors qu'on les a fait se déplacer en fait. Et franchement, c'était génial. Ils hésitaient jamais à nous dire quand ça allait bien. Ils hésitent parce qu'ils travaillent encore. Mais malheureusement, moi, je suis plus chez eux. Mais et régulièrement, je leur dis s'ils ouvrent un truc là où je suis, moi je prends. Pas de problème, hein, retravailler avec eux, c'est avec plaisir. Et non, franchement, ils étaient géniaux, quoi. Vraiment très très attentifs à leurs employés et à construire justement la confiance qu'on peut avoir en nous et nous faire comprendre qu'ils ont confiance en nous en fait. Et ça n'a pas de prix. Ouais.
Clairement, clairement. Et finalement, tu les quittes quand même pour une région Ouais. géographique plus appropriée. À regret peut-être aujourd'hui quand même, peut-être, je sais pas. Regret de les avoir quittés, oui. Regret d'avoir quitté cette région, pas du tout. Ouais. Pas du tout, du tout. Je suis très bien là où je suis maintenant. Bon, malheureusement, du coup, là, c'est le professionnel qui n'est pas allé, mais effectivement, non, pour ce côté-là, je regrette pas de les avoir quittés. Et cette dernière clinique, du coup, qui est celle avant ta reconversion aujourd'hui, je pense que c'est pas un secret que ça se passe pas trop bien. Est-ce que tu serais OK pour aller un peu dans le détail de cette expérience-là? Qu'on comprenne bien la suite, en fait. En fait, c'était un peu, c'était un peu compliqué. Moi, j'adorais, j'étais hyper volontaire parce que cette région, j'attendais qu'une chose, c'était de pouvoir venir travailler là. Donc j'ai entamé plein de choses, j'ai fait plein de fiches pour la clinique, pour notamment tout ce qui va être consentement éclairé qu'il n'y avait pas. J'ai instauré mais tellement de choses. Après, en même temps, c'était une activité qui était très segmentée, où il y avait des périodes où vraiment on travaillait pas beaucoup, d'autres où on se faisait arracher un petit peu, on va dire. Donc c'était très particulier. Après, je me suis pas forcément rendu compte tout de suite de ce que ça allait donner, on va dire, en termes d'expérience sur place, parce que donc oui, c'est là que j'ai vécu mon expérience la plus traumatisante en harcèlement moral, parce que malgré tout, j'en ai quand même subi un petit peu, d'ailleurs. En fait, c'était très en dents de scie. Il y a des moments où ça se passait extrêmement bien, des moments où ça n'allait pas du tout. Alors, pour donner des exemples, c'était plein d'interdictions, plein de je sais pas comment on dit, enfin voilà, que la personne qui me harcelait, le présumé harceleur, comment on va l'appeler, il était pas content parce que telle chose, puis il était pas content parce que sinon je faisais pas. Il faisait en sorte aussi de me placer dans des situations où je vais pas dire où j'allais à l'échec parce que c'est pas le cas, mais de me placer dans des situations où il pouvait me reprocher quelque chose. Et le fonctionnement de la clinique était clairement pas clair. Et j'ai eu des interdictions absolument hallucinantes qui m'ont révoltée au plus profond de moi, jusqu'à la chirurgienne au fond de moi a été révoltée parfois de certaines pratiques. Donc ça, et puis le fait de voir les assistantes aussi en souffrance, parce que pour le coup, je n'étais pas la seule. Voir toutes les assistantes en souffrance, je les ai vues se faire humilier sur place. Enfin, moi, honnêtement, par moments, j'avais peur en consultation. Hein. Quand il y avait des ouvertures de portes très violentes, soudainement, ça faisait un coup au cœur. Enfin, c'était pas facile. En même temps, c'était très en dents de scie. Voilà, il y a des moments ça allait, des moments ça allait pas. Et je suis pas particulièrement quelqu'un qui s'arrête à tout ça. À l'époque, je faisais pas attention à ça. Et en fait, c'est pas grave, on continue, on avance. Parce qu'en fait, maintenant, avec le recul, il y a quand même beaucoup de soirs où je rentrais chez moi en pleurs parce qu'il y avait quelque chose d'irrespectueux ou une interdiction sans raison d'être, on va dire, qui était mise en place. C'était difficile et en fait, j'ai mis 2 ans et demi à me rendre compte de ça. J'ai mis 2 ans et demi à me rendre compte de ce que j'étais en train de vivre. Et en fait, quand je m'en suis rendu compte, le mal était déjà fait, c'était trop tard. Qu'est-ce qui fait que tu passes au travers pendant tout ce temps? Tu t'es mis un peu en mode automatique, tu t'arrives un peu à le raisonner, ça, avec du recul, dire mais comment ça se fait que j'ai pas réagi avant? Parce que je suis butée, mais alors... Non, je suis butée, je suis aussi très forte. Et je veux pas être faible. Et ça, c'est terrible, non? Et pour toutes les personnes qui pensent dans leur tête que je suis fort, je n'ai pas à être faible, avoir une faiblesse, ça veut pas forcément dire manquer de force et on a le droit de demander de l'aide. Sauf que moi, à ce moment-là, je refusais tout ça. Je refusais l'aide, c'est bon, je suis forte, je vais y arriver, on va avancer, et puis voilà, ça va me passer au-dessus. Mais en fait, ce que j'avais pas réalisé, c'était que, oui, il y a le mental qui va dire ça, mais le psychique, qui est une énergie dont on parle très peu, et qui pourtant est extrêmement importante, elle réagit pas du tout comme ça.
Et donc même si le mental est là, parce que j'ai un très fort mental quand même si le mental est là à dire ok c'est bon, on y va, c'est pas grave, on avance, en fait on est en train de se traîner un petit boulet qui grossit au fur et à mesure et qui est en train de pomper toute notre énergie. Et en fait, c'est ça, c'est pour ça que derrière j'ai été arrêtée, c'est parce que mon énergie psychique, elle était presque inexistante quoi à la fin, sans que je m'en rende compte. Quand tu dis énergie psychique, est-ce que ce serait comparable à ton inconscient? C'est un peu ça que tu veux dire? Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Le mental, c'est la petite voix qui va faire qu'on avance. Et bon, le physique, on sait tout ce que c'est. Et le psychique, c'est vraiment ça. C'est un peu, c'est un peu, ouais, c'est un peu l'inconscient. C'est l'énergie qu'on peut déployer. C'est un peu le centre des émotions, toutes les choses qu'on va pas forcément, là, on va pas forcément le contrôler. Enfin, on le contrôle pas d'ailleurs. Hein. On ne contrôle pas le psychique. Et mais en fait, pour qu'on soit bien, il faut qu'il y ait un équilibre parfait entre ces trois santé. Si on a une qui bascule, bah c'est assez radical. Oui, bah, le mental. En fait, ton mental t'a donc un peu entre guillemets protégé de tout ça, mais trop longtemps en fait. Et donc ton psychique a pris, puis à un moment donné ça a pété. Est-ce que il y a eu un élément déclencheur ou est-ce que c'est vraiment cette accumulation sur le long terme qui fait qu'à un moment donné, un peu comme un burn-out finalement, là je peux plus quoi. Non, il y a eu un événement déclencheur. Bon, je m'en suis rendu compte avant d'être, enfin, je m'en suis rendu compte et je pensais pas encore que j'étais si mal que ce que j'étais en fait. Donc j'avais déclenché toutes les méthodes douces, on va dire, pour commencer à signaler le fait qu'il y ait du harcèlement moral au sein de la clinique. J'avais commencé toutes ces étapes tranquillement. Bon, je n'ai pas du tout été écoutée. Hein. Je pense que c'est largement marqué sur le site de l'association justement, mais non, je n'ai pas du tout été écoutée par rapport à ces signalements. Et en fait, l'événement déclencheur, c'est j'ai eu la chance pour les 60 ans de ma maman, nous sommes partis en vacances en famille. Les circonstances ont fait que malheureusement nous avons perdu tout notre trajet retour à cause d'une tempête, et donc je n'ai pas pu rentrer à l'heure. Et donc en fait, évidemment, ils ont été prévenus dès l'instant où j'ai compris que je ne pouvais pas rentrer. Et en fait, à partir de là, ça a été ma descente aux enfers. Parce qu'à partir de là, j'ai commencé à stresser monstrueusement, pas de quand est-ce que j'arriverais à rentrer, parce que ça, finalement, je pouvais pas contrôler. Enfin, à ce jour, j'arrive pas encore à contrôler la météo, donc donc ça, je pouvais pas voir. Par contre, je commençais à stresser et à redouter ce que j'allais me prendre dans la figure. Par contre, en termes de réflexion, en revenant au boulot. Et ça a causé tout de suite, alors pas tout de suite de l'insomnie est venue plus tard, mais par contre une perte d'appétit immédiate. Je mangeais parce qu'il fallait que je mange, mais honnêtement je mangeais pas. Je mangeais très peu. Là j'ai compris que par contre là mon corps était en train de sonner la sonnette d'alarme en fait, très très largement. Et là j'ai compris que ça allait pas, que c'était pas normal que ça me mette dans cet état-là. Et en fait, quand je suis rentrée, j'ai dû faire 2 jours. J'ai fait 2 jours, j'ai effectivement appris 2-3 choses de plus. Et donc, là, c'était terminé. J'ai pris rendez-vous avec mon médecin déjà en rentrant de vacances parce que je sentais que ça n'allait pas. Et j'avais rendez-vous que le 13 janvier. Et en fait, je suis rentrée, j'ai fait les 2 jours et là, j'ai demandé un rendez-vous avec un médecin en urgence parce que ce qui me venait dans la tête, enfin, on veut dire, j'étais en larmes au téléphone, donc elle m'a donné le rendez-vous sans que j'ai besoin de pousser. Mais ce qui est venu dans ma tête, c'est que je tiendrai jamais, en fait, jusqu'au 13 janvier. Je tiendrai pas 15 jours. Et ça m'a un peu fait peur. Parce que ne pas tenir 15 jours, je pense qu'on sait un peu tous ce que ça veut dire, allez. Et c'est pas tellement mon style, mais là, j'ai senti que vraiment, ça n'allait plus. Et en fait, c'est ça, hein, l'énergie psychique. Hein. Ouais. C'est l'énergie qui nous empêche de passer par là. Hein. Et à ce moment-là, tu avais déjà mis un mot dessus, sur ce harcèlement? Oui. 1 mois et demi avant d'arriver à ça, j'avais déjà mis le mot dessus. J'avais compris ce que je vivais.
Et ça, c'était toute seule ou c'est parce que t'en parlais à des gens proches? Non, c'était bon, j'avais effectivement ma meilleure amie que j'avais régulièrement au téléphone. Donc j'ai toujours régulièrement au téléphone, mais à cette époque-là, je l'avais déjà pas mal. Et surtout par rapport à tout ça. Et plusieurs fois au téléphone, elle m'a dit Marine, tu m'inquiètes. Là, tu m'inquiètes vraiment. Tu penses pas que tu devrais arrêter Je dis non, ça va aller, ça va aller. Non, non, ça n'allait pas. Mais elle l'entendait quand moi je l'entendais pas. Et après j'ai un autre ami qui m'a dit la même chose. Et après non, j'étais en train en fait de suivre une thérapie pour quelque chose de complètement différent, qui n'avait rien à voir au travail, qui avait à voir juste avec comment moi je fonctionnais, que j'avais besoin de comprendre. Et en fait c'est du coup forcément on parlait beaucoup boulot avec cette thérapeute. Et puis un jour je l'ai regardée et en fait je me suis entendue un peu parler et j'ai réalisé, je me dis mais en fait je me demande si c'est pas du harcèlement moral ce que je suis en train de vivre. Et bah si, clairement. C'est ça. Clairement, c'était ça. Mais ouais, il m'a fallu 2 ans et demi pour me rendre compte. Et je pense que de parler régulièrement, parce que je ne suis pas quelqu'un qui échange vraiment, mais de parler régulièrement de mon travail, voilà, ça m'a permis de réaliser. Et même mon médecin me disait qu'en fait, je lui en avais déjà parlé. Que ça n'allait pas, que voilà, que je vivais des choses très difficiles au travail. Et mais en fait, voilà, je me suis butée. J'ai fermé la porte à ces problèmes, entre guillemets, je les ai mis derrière en disant c'est pas grave, on va avancer. Ce qu'il ne faut pas faire. Et ça, c'était, alors tu l'as dit tout à l'heure, t'es côté têtu, mais est-ce qu'il y avait d'autres choses qui se cachaient derrière ce côté têtu, peut-être de, je sais pas, du perfectionnisme, je sais pas, de la peur d'être vu pour quelqu'un de moins bien parce qu'on arrête de travailler. Enfin, est-ce qu'il y a d'autres choses qui se cachaient derrière tout ça, qui faisaient que tu tenais bon? Je tenais bon pour les assistantes aussi. Parce que si moi je lâchais, elle qui était encore à un niveau plus intense, on va dire, de harcèlement, bah ça me peinait. En fait, j'avais l'impression que si j'étais là, je pouvais potentiellement arriver à contrôler la situation, m'assurer qu'elles allaient et que voilà, m'oublier en fait. Je me suis un peu oubliée dans l'équation. Et après, oui, certainement, il y a un côté perfectionniste, mais ça, je crois que le côté perfectionniste dans l'exercice, je crois que j'ai rapidement arrêté de l'être. Trop, en tout cas. À un moment donné, je trouve qu'il faut faire un choix. Est-ce qu'on décide de se perdre corps et âme pour atteindre la perfection, ou est-ce que, tant pis, on fait ce qu'on peut parce qu'on est humain après tout. Et ça, ce choix-là, je l'avais déjà fait lors de mon internat. Donc toi, un sens de la justice très fort. Oh là là, oui. Oui. Gros problème avec l'injustice. Je tolère pas. Je tolère vraiment pas ça. Ça, y a rien de plus pour me révolter. En fait, ça fait partie du respect. Pour moi, le harcèlement moral, j'entends. Ouais. Le harcèlement moral fait partie du respect. Si on respecte les autres, il n'y a pas de raison qu'il y ait du harcèlement moral. Si on ne respecte pas, forcément, il y en a. Et en fait, le respect, depuis toute petite, c'est une valeur mais fondamentale chez moi. Et quand j'ai passé l'entretien d'embauche pour cette structure, justement, j'avais dit déjà que le respect, pour moi, était quelque chose d'extrêmement important. Et je pense que j'ai toujours agi de façon respectueuse envers autrui, en tout cas. Et est-ce qu'il y avait un élément, du coup, parce que cette valeur, elle est si forte, que tu voulais peut-être quelque part aussi arriver à changer les choses dans cette structure et peut-être même à imposer cette valeur qui était tellement importante à tes yeux? Non, je suis pas du style à aller imposer les choses aux gens. Surtout que j'estimais que de toute façon j'étais que salariée à ce moment-là, donc c'était pas à moi d'aller dire quoi que ce soit sur comment gérer, comment communiquer, franchement. Mais par contre, j'avais espoir, et c'est peut-être pour ça que je me suis un peu acharnée. J'avais espoir qu'au bout d'un certain temps, ça allait s'arrêter, j'allais être reconnue, en fait, en tant qu'élément important de la structure, parce que en fait, on se sent un peu exclu quand on subit du harcèlement. Et donc du coup, j'avais espoir que ça change. Non, ça n'a jamais changé.
Mais bon. Merci de partager tout ce détail. Je sais que c'est pas forcément facile d'aller dans ce niveau de granularité. L'intention étant bien évidemment de pouvoir partager avec des personnes qui écoutent et qui pourraient être en train de vivre les mêmes choses, parce que bon, on y arrive. On va parler de ce que tu fais aujourd'hui, mais j'imagine que voilà, donner une définition au harcèlement n'est pas toujours chose facile. Ouais, en fait, je trouve que en soi, la définition de l'État, elle est franchement bien. Après, elle a été, alors je sais pas si elle a été intégralement rédigée, mais en tout cas, c'est grâce à une psychologue ou psychiatre, je sais plus, enfin Marie-France Irigoyen, qui a beaucoup travaillé sur le harcèlement moral, et c'est elle qui l'a fait rentrer justement dans le code du travail. Je trouve que la définition de l'État est franchement très bien. Parce que c'est bien des actes répétés, mais c'est pas tout le temps la même chose. Et c'est très, comme tu disais, c'est très personne dépendant. Il y a des personnes, ça va se traduire de telle façon, d'autres ça va se traduire d'une autre façon. Il y a des actes qui vont pas forcément paraître comme du harcèlement moral pour certains, et qui vont, pour une personne qui a une sensibilité un peu plus forte, l'être. Mais dans tous les cas, la définition se retrouve, c'est vraiment des agissements répétés qui portent atteinte à la dignité, mais qui également mettent en danger la santé physique et mentale des personnes, en fait. Et ça met en danger la santé physique parce que quand le mental et le psychique n'est plus là, c'est le physique qui va en pâtir. Et tout ce qui va être maladie chronique aussi, tout ça, ça peut être des signes annonciateurs. Et c'est d'ailleurs pris en compte dans les tests. S'il y a des maladies chroniques qui sont déclenchées, peut-être qu'il y a c'est un des risques psychosociaux du monde du travail, et donc il faut se poser la question de pourquoi en fait. Oui, donc dans la définition, il y a un élément quelque part de subjectivité par rapport à la personne qui le vit, mais qui est très bien finalement rédigé, parce que en fait, peu importe le niveau de sensibilité, c'est le vécu de la personne qui subit qui est important. Bien sûr, et c'est bien marqué. Alors, il donne plein d'exemples. Il donne plein d'exemples d'actes, de familles d'actes de harcèlement moral entre guillemets, mais voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est atteinte à la santé physique, mentale, psychique, tout ce que vous voulez, et répété. Parce que bon, on a le droit. On a le droit. C'est terrible, mais bon, il y a des jours où on peut être extrêmement stressé. On a eu un cas extrêmement nul. On a eu, d'un point de vue personnel, de grosses difficultés. On peut soudainement, et ça m'est arrivé à moi aussi, on peut lâcher un petit peu et se montrer moins sympathique, on va dire. Peut-être un peu plus traumatisant pour la personne en face. En revanche, un acte, derrière, quand on a redescendu, on va comprendre qu'on a mal fait, on va aller présenter ses excuses. Ça, c'est pas du harcèlement moral, en fait. Ça, c'est du fonctionnement humain. Mais le harcèlement moral, c'est systématiquement, ça peut être de l'isolation, placer la personne en échec, lui donner une charge de travail beaucoup trop conséquente par rapport à ce qu'elle est censée faire, donc la placer en échec, au final. Il y a énormément d'exemples, et je trouve qu'elle est vraiment très bien faite, et ça, je trouve que ça sort un peu du côté sensibilité individuelle, même si c'est important dans la compréhension du harcèlement moral, dans la définition, peu importe. Et d'ailleurs, il est noté, il y a des publications dans les magazines de psychologie notamment qui en parlent, il est complètement noté que oui, il y a des personnes qui sont plus ou moins résistantes, mais enfin, en attendant, une personne, quelle que soit sa sensibilité, au bout de plusieurs mois à subir du harcèlement moral, commence déjà à avoir des impacts sur sa santé et sur ses performances au travail et tout ça. Voilà, on peut être fort, mais on va pas sortir du cadre pour autant. Est-ce qu'il y a donc, déjà, je résume. Donc, il y a vraiment ce côté, acte répété, et puis manque finalement de rectification d'un acte qui aurait pu être juste un acte singulier par la personne par la suite. C'est un peu ça. La réaction, il y a l'acte en lui-même qui doit être répété, et puis il y a les actions qui suivent l'acte qui sont finalement absents ou peut-être même aggravants. Non.
les actions qui suivent l'acte, pour moi, n'ont rien à faire dedans. Parce que vous pouvez traiter quelqu'un d'imbécile tout au long de la journée, pendant plusieurs semaines, et à la fin de la journée, aller vous excuser, ça n'empêche rien que tous les jours, la personne se prend la réflexion en face. D'accord, ok. Donc c'est vraiment l'élément de répéter plutôt qui est important. C'est vraiment la répétition qui est extrêmement importante. Ok. Et est-ce que il y a aussi quelque chose de l'ordre de la honte aussi qu'on peut avoir quand on est harcelé, hein, quelque chose de je devrais pouvoir tenir, un peu de culpabilité peut-être aussi. Tout à fait. La culpabilité est très forte. Ne serait-ce que d'être mis en arrêt de travail, ça peut culpabiliser la personne. Parce qu'on se dit quand même... En fait, c'est facile. Une fois qu'on est sorti de tout ça et qu'on est en arrêt chez soi, on va dire, très très rapidement, la culpabilité vient parce que on oublie un peu ce qui s'est passé sur place. On se dit quand même, j'aurais pu aller les aider, j'aurais pu machin, j'aurais pu faire ça. J'aurais pu tenir. Mais en fait, non. Mais ça vient. Ça vient. Cette culpabilité est bien présente. Et souvent, c'est de la culpabilité par rapport aux autres. On se sent pas coupable par rapport à la personne qui nous harcèle. Enfin, en tout cas, moi, ça n'a pas été mon cas. Mais par rapport aux autres personnes, et puis un petit peu par rapport à soi, parce que je pense que effectivement, comme tu disais, il y a le côté honte, le côté on n'est pas aussi fort que. Encore une fois, on y vient toujours, mais on n'est pas aussi fort que ce qu'on pensait. On va s'auto-culpabiliser, s'auto-flageller. En fait, on est nul, on n'est pas capable de machin, et on va rentrer dans ce cycle, et c'est normal. C'est tout à fait normal. Ça va mettre du temps à comprendre que non, en fait, c'était légitime qu'on se pose et qu'on se répare. Mais on va forcément passer par cette phase-là, ouais. Tu penses que cette force, elle est caractéristique, enfin, ce besoin de force, on va dire, elle est caractéristique des vétos ou du milieu médical, ou en tout cas plus présente que dans d'autres professions? Est-ce que tu as pu voir un peu dans tes recherches justement sur le harcèlement, s'il y a des statistiques là-dessus? Alors, ouais, j'ai pas vu particulièrement de statistiques dessus. En revanche, ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas parce que, et dans ce cas-là, je parle effectivement pas que niveau vétérinaire, je vais partir plutôt sur la santé en général. Mais dans le milieu de la santé, on est confronté à la mort. Et en fait, en étant confronté à ça, on se dit ok, il faut être fort face à ça parce que c'est inéluctable. Il va y avoir ça et il faut qu'on se renforce là-dessus. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui vient que j'ai pas mal entendu moi en tant que jeune vétérinaire de la part de mes aînés. C'est au début les euthanasies c'est difficile, mais après on se renforce, tu vas voir, ça va aller, ça va machin. Mais en fait c'est qu'on va s'étoffer, on va se construire une petite carapace et on va essayer de devenir imperméable le plus possible parce qu'on ne l'est jamais vraiment. Mais on va essayer de devenir le plus imperméable possible à des situations. Donc oui, je pense que dans le domaine de la santé, il y a probablement plus de driver être fort que dans les autres professions. Ce qui veut pas dire qu'il y en a pas ailleurs, mais c'est pas impossible. C'est intéressant. Alors, ton idée d'assaut, parce que on va quand même y venir à un moment donné. Déjà, est-ce que tu veux bien la présenter et puis nous dire à quel moment cette idée t'est venue? Elle s'appelle Un moral aux abois. J'ai bien aimé parce que ça fait le loup qui hurle à la mort et ça me plaît bien comme idée. Ça me plaît vraiment bien. Puis il y a un petit côté aussi, ma chienne c'est un berger blanc suisse, donc le loup c'est parfait. Enfin bon, voilà. J'avais bien aimé. Cette association, l'idée m'est venue l'année dernière parce qu'en fait, quand mon médecin m'a mise en arrêt parce que ce n'était plus possible, j'ai enchaîné avec de la lutte en fait pour justement la poursuite de la justice. Pour aboutir à quelque chose de juste en fait et que ça soit reconnu. Et donc je me suis pas reposée. Donc je suis pas arrivée, j'ai pas fait ma dépression, on va dire tout de suite parce que malheureusement c'est quelque chose qui vient après. Et donc à ce moment-là, j'ai fait énormément de recherches partout. Quand j'ai porté plainte, le gendarme n'a pas arrêté de me dire que ce que je faisais ne servait à rien.
Il avait noté la moitié des choses. Ça a été une sacrée épreuve et donc du coup j'ai fait encore plus de recherches. J'y suis retournée une deuxième fois. J'avais dans mon cahier les articles de loi, les machins, j'avais tout. Enfin, j'avais prémâché le travail clairement. Et en fait, je me suis dit, à force de recherche, chercher voilà l'avocat, le machin, comment faire, comment les sons de cloche par-ci par-là. Peut-être vous devriez faire ça, peut-être machin. En fait, je me suis dit à un moment donné, c'est vachement dur pour quelqu'un qui est victime de harcèlement moral et qui est en train d'essayer de se réparer, d'aller puiser cette force de tout chercher, en fait. C'est vraiment, c'est destructeur, le harcèlement moral. J'ai eu la chance d'être bien soutenue, que ce soit par des professionnels ou par ma famille et mes amis. Donc c'est ce qui m'a donné la force de faire tout ça. Mais en fait, oui, moi j'ai eu la force de stopper ce harcèlement, de quitter ça. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Et en fait, j'aimerais faciliter un petit peu la vie des personnes qui sont victimes, malheureusement. Et voilà, faciliter leur vie en leur donnant les clés, en fait. Ce que moi j'ai vécu, l'expérience que moi j'ai faite, je parle pas de mon expérience de harcèlement moral, mais je parle de mon expérience de recherche, de dossier, de tout ça. En fait, voilà, il y a tout ça que vous pouvez faire et voilà, essayer d'aider ces personnes à prendre conscience de ce qu'elles vivent et de ce qu'elles peuvent faire, et de ce qui se tient à leur côté et surtout parler aussi. Parler, c'est tellement important. Donc l'idée de l'association, voilà, d'aider les autres, ça n'a jamais été très loin de moi, aider les autres. Mais là, pour le coup, c'était tout trouvé. C'était comme ça que j'allais faire. C'était monter cette association, aider un maximum les personnes qui sont victimes, mais également prévenir ceux qui ne le sont pas et qui ne le seront, j'espère, au grand j'espère, jamais victimes de harcèlement moral. Malheureusement, je pense que ça sera pas complètement le cas, mais en tout cas, voilà, leur donner les clés, leur dire que un moral aux abois, ça existe. C'est là pour les aider, pour les écouter, et pour faire tout ça, et puis pour aider aussi les employeurs, parce que parfois le harcèlement moral, c'est pas forcément une position de hiérarchie, hein. Ça peut être le salarié par son attitude qui va faire du harcèlement moral pour les employeurs, qui peuvent mener une vie du coup assez difficile de ce côté-là. Donc en fait, c'est vraiment aider tous les acteurs, vraiment tous les acteurs, que ça soit des assistants, donc les ASV, les vétérinaires, les employeurs, les salariés, les représentants, toutes les personnes du monde, vétérinaires, je veux dire. Aller les aider dans cette lutte. Donc là, effectivement, j'ai fait aussi tout le côté employeur et que je suis encore en train d'étoffer en créant les tests psychologiques qui vont bien. Mais voilà, c'est aider tout le monde parce qu'on peut tous en être victimes, peu importe notre statut, et de dire comment faire pour lutter. Ouais, donc une partie vraiment sensibilisation de manière générale sur le harcèlement, et puis une partie, moi, acteur du monde vétérinaire, qui que je sois, est-ce que je suis en train de subir quelque chose, est-ce que c'est de l'harcèlement moral ou pas, et puis qu'est-ce que je peux faire, et comment je peux être aidée, c'est un peu ça. C'est ça, tout à fait. Et dis-moi une asso, parce que ça, c'est déjà énorme d'avoir l'idée, mais après il faut la mettre en place. Comment ça se passe concrètement, mettre en place une association? Alors en France, hors Alsace-Lorraine, où là c'est encore plus compliqué, il faut être au moins 2 pour monter une association. J'ai pas particulièrement trouvé de personnes avec qui la monter, donc j'ai monté ça avec ma maman et mon petit frère qui me soutiennent, qui m'aident dedans. Tout à fait ouverte à d'autres partenaires parce que je porte tout toute seule pour l'instant. Enfin, ils m'aident un petit peu, mais c'est quand même moi qui porte le projet majoritairement, donc forcément c'est un peu lourd. Évidemment. Mais voilà, globalement il faut être au moins 2. Après, on envoie tout un tas de documents pour la faire déclarer. Et après, la faire vivre. Et là, elle a quel âge? Oh là, elle a... on est
On est le 15 avril. 15. Elle a 1 mois et demi. Donc, elle a passé son mois anniversaire. Exactement, elle a passé son mois anniversaire le 22 mars. Bon, évidemment, le site est déjà existant et il y a plein de super choses dessus. Et bien évidemment, on mettra le lien dans le podcast pour les gens à aller voir. Et puis, il y a plein de liens, de numéros de téléphone utiles. Comment tu vois la suite? Parce qu'aujourd'hui, tu as de l'information là-dessus. Tu as de l'accompagnement. La suite de vie pour l'asso, déjà, voilà, c'est en parler un maximum, que les gens comprennent ça. Là, faire des interventions dans les écoles pour commencer, c'est le but. Et après, ça va être de toute façon, je suis déjà en communication avec Veto Entraide et SPS, Programme M, enfin plusieurs programmes dans ce style-là, pas spécifiques, en tout cas du harcèlement moral, mais spécifique de la souffrance, en tout cas des acteurs. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont en train de se faire. Là, on est en train avec une consoeur, justement, on est en train d'essayer de voir pour faire un questionnaire pour que les gens réalisent ce qu'ils sont en train de vivre. Si jamais il y a un doute, l'espoir, c'est avant que ce soit trop délétère pour eux, de faire une petite sonnette d'alarme. Et après, dans la vie de l'association, dans l'idée, j'aimerais avoir une liste de psychologues partout en France qui sont capables et qui acceptent de recevoir les personnes qui souffrent de ça particulièrement pour les suivre, parce que se faire suivre par un spécialiste, c'est quand même hyper important. Également ce qui va être une liste d'avocats, parce que moi typiquement j'en ai fait les frais, je change d'avocat aujourd'hui. Ils sont pas tous qualifiés dedans. Vous en avez même qui sont carrément spécialisés harcèlement moral. Donc l'idée, c'est en fait sur un seul lieu donner tous les points, en fait, tout simplement, que les personnes n'aient pas à aller chercher à 150 endroits, que ça soit un peu donné directement. Et après, si l'association vit bien derrière, l'idée est d'agrandir bien évidemment au domaine de la santé, parce que ce qui se passe chez nous, ça se passe aussi pas mal chez les médecins, et n'en parlons pas des infirmières. Donc l'idée, c'est d'agrandir après sur eux, et puis après, si effectivement ça fonctionne toujours très bien et qu'il y a quand même pas mal de choses à faire, l'idée sera d'agrandir tout simplement pour le harcèlement moral au travail, tout court. Donc je pense notamment aux avocats, il y en a pas mal aussi. Après, je connais pas, je vais pas prétendre connaître toutes les professions, ni prétendre connaître absolument toutes les professions où il y en a. Mais je pense que apporter une aide, déjà, je trouve que le site, certes, est très orienté vétérinaire, mais en fait, c'est valable pour tout le monde. Je veux dire, les articles de loi, c'est pas le code du travail du monde vétérinaire, c'est le code du travail tout court. Oui. Et t'as tellement raison. C'est tellement une montagne quand on est en souffrance psychologique, déjà de mettre un pied devant l'autre parfois, de se lever le matin et d'imaginer se mettre en mode combat. C'est souvent mission impossible. Donc avoir un soutien comme ça, je pense que c'est tellement important. Voilà, c'est ça, c'est vraiment, c'est effectivement quelque chose qui est très difficile à faire seul. Et l'idée, c'est, vous n'êtes pas seul en fait. On est là, on est derrière, on va vous aider. Et s'il y a besoin de parler, on parle. Il n'y a pas de problème. Et c'est pour ça que sur le site notamment, donc, tous les numéros qui sont affichés, vous en avez pas mal. Et vous avez surtout le 3114 qui est la prévention du suicide, parce que malgré tout, quand vous avez plus de force psychique, ni mentale, on y pense. Malgré tout, on y pense. Oui, bien sûr. Et donc l'idée, c'est donner toutes les options. Ok, on va y aller, on va se tenir par la main. Évidemment, je vais pas pouvoir être présente physiquement, on va dire, pour vous tenir la main et vous joindre, mais en gros, l'idée, c'est ça, c'est vraiment se mémoriser que toute la communauté, on se tient la main et allez, on y va. Et on y va tous ensemble. Et je trouve que ça donne du courage aussi, de savoir que y a d'autres personnes qui sont derrière. Ouais.
Et qu'il y a des Et c'est ce solutions. que je veux faire avec eux. Et qu'il y a des solutions. Tout à fait. Heureusement. Et dis-moi, je suis intéressée de savoir, donc tu as été interviewée là récemment par un journal local. Comment est-ce que réagit le grand public? Le grand public a une image souvent très très bonne finalement du milieu vétérinaire et du fait quel beau métier, on soigne les animaux. Quand tu as ramené ce sujet sur le tapis en disant voilà, il y a du harcèlement moral dans le milieu véto, je monte une asso là-dessus. Comment est-ce que les gens réagissent, les gens qui sont pas concernés par ce milieu? Alors, il y a notamment, je pense aux amis de mes parents qui se rendent pas trop compte, qui pensent que l'association est très pour les vétos en fait, pas pour les autres. Donc, qui se rendent pas trop compte, qui cherchent pas, qui comprennent pas aussi. Après, quand je regarde un peu comment s'est passé effectivement l'interview avec ce journaliste, on s'en rend pas compte. Il savait pas du tout à quel point le milieu vétérinaire est en souffrance. Et je parle pas que du harcèlement moral, heureusement. Mais aujourd'hui, je trouve que la profession est en grande souffrance et extérieurement, on ne s'en rend pas compte. On ne le sait pas, mais parce qu'effectivement, on ne va rien dire. On va rien dire, on va laisser faire. Alors oui, on va râler sur les conditions, sur la permanence de soins, sur les salaires, on va râler sur tout ça. Mais on va râler entre nous. On va pas le faire savoir. Et je pense que la profession est aussi déjà bien difficile avec la société qui est de plus en plus difficile. Et donc du coup, tous ces problèmes-là vont être tus. Mais quand vous voyez l'article, pas l'article, mais l'étude qui a été faite par l'Ordre et Véto Entraide, où on voit que la souffrance des vétérinaires est au-dessus de celle déjà à l'époque. Donc je crois que c'était il y a 2 ans, 2022, qu'elle a été faite, qu'elle était déjà au-dessus de celle des agriculteurs. Là, les agriculteurs, ils étaient dans la rue. Oui. Et nous, non. Nous, on n'y va pas. On n'y va pas. La seule fois où on y est allé, dont moi, je me souviens parce que j'y ai été, c'était pour les médicaments critiques qu'on voulait nous retirer. Et en fait, on l'a faite, mais ça avait déjà été retiré. Mais on l'a faite par principe. Alors c'est bien, il y a eu une forte mobilisation, ceci dit, c'était très bien. Mais le truc, c'est que ça, en fait, on devrait, dans ce cas-là, presque le faire, ou en tout cas faire remonter les problèmes encore plus haut, quoi. On est la seule profession qui a une convention qui a été écrite avec l'avis du peuple français. Enfin, c'est pas viable. Dans ce cas-là, prenez tout et puis on se débrouillera, quoi. Donc voilà. Les conditions sont difficiles, mais je pense qu'il faut beaucoup plus communiquer dessus parce que on manque de mobilisation. Complètement. Tu crois que c'est dû à quoi, ça, chez le vétérinaire? Pourquoi on se bouge pas autant ou plus? Je pense qu'il y a un effet. Je pense déjà que dans notre profession, il y a un gros écart entre les différentes générations en termes de réflexion. Et après, je pense qu'on est tellement actif dans notre vie de tous les jours. Prendre des décisions, je veux dire, en 15 minutes de consultation, on a pris au moins 3 décisions. On a pris quelles étaient les hypothèses diagnostiques, quel traitement on fait, est-ce qu'on fait un suivi. Voilà. C'est au moins 3 décisions qu'on prend toutes les 15 minutes. C'est fatigant de prendre des décisions. Et donc je pense que peut-être arrivé à la fin de la journée, oui, on se rend compte que tout ça c'est pas juste, mais peut-être qu'on se complaît un peu dans un immobilisme où on n'a pas à prendre de décision. Après, c'est très décrit aussi dans notamment un livre qui s'appelle Influence et manipulation, qui est un des livres pionniers de la vente, notamment. Et dedans, il donne un très très bon exemple où en fait vous avez c'est une histoire vraie, une jeune femme qui s'est fait poignarder, je sais plus si c'est Central Park ou quoi que ce soit, un truc comme ça, qui a réussi à sortir, enfin à s'éloigner de son agresseur, qui a hurlé dans la rue, donc toutes les personnes des immeubles alentours l'ont vu. Et en fait, l'agresseur a fini par rattraper cette jeune fille et l'a tuée sous les yeux de tout le monde. Mais en fait,
Pourquoi ça s'est passé? Parce que les personnes qui regardent se disent « Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Oui, non, mais quelqu'un va bien faire quelque chose. » Et ça s'arrête là. Quelqu'un va bien faire quelque chose. Et en fait, le problème, c'est que comme tout le monde pense ça, il n'y a jamais rien qui est fait. Et je me demande s'il n'y a pas un peu de ça. Parce que contrairement à la SNCF, la RATP, tout ça, où il y a des gros syndics derrière qui viennent aider, nous, c'est pas encore très ancré, je pense. Et donc, du coup, peut-être qu'on reste un peu fermé dans un jour ça changera, ou un jour quelqu'un fera quelque chose. Et c'est dur de se mettre en mouvement. Je pense que tu l'as dit, il y a un côté très réactif du métier, un peu mode pompier, et qu'en fait, à la fin de la journée, on est fatigué et on se dit, ce serait bien de faire quelque chose. Et puis, après, il y a le mode victime qui se met un peu en place aussi, qui vient un peu consolider tout ça. Et puis, on se dit, oui, effectivement, ce serait bien de faire quelque chose, mais moi, je vais pas y arriver. Et puis, quelque part, les instances, ce serait bien qu'elles fassent quelque chose. Et puis, finalement, plus personne fait rien. Exactement. Plus personne ne fait rien. Et après, j'ai parfaitement conscience, ça demande une force importante aussi effectivement de se mettre en mouvement, d'endosser un combat qui est certes bénéfique à tous, mais il faut que quelqu'un l'endosse. C'est compliqué. Chacun a sa vie. Il y a la vie aussi à la maison. C'est... je peux comprendre et je pense que c'est ce qui nous... Pas dire ce qui nous tue à petit feu, mais malheureusement, c'est ce qui nous arrive. De rester dans cet immobilisme parce qu'en fait... je pense dans la profession, il y en a beaucoup qui sont fatigués et qui ne prennent pas assez de temps pour eux, peut-être. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu voudrais nous parler sur ce projet actuel, Un moral aux abois, ou tes expériences passées? Non. S'il y a des personnes à qui ça intéresse de venir participer, avec grand plaisir, les portes sont ouvertes. Voilà, c'est un combat qui accepte toute personne qui souhaite venir apporter sa petite pierre à l'édifice, peu importe la taille. Bon, très bien. Bon, on est entre 3000 et 6000 écoutes généralement par podcast, donc j'espère que parmi ces personnes, il y en aura quelques-unes qui seront intéressées, et bien évidemment, on partagera tes contacts et on peut évidemment te trouver sur tous les réseaux qu'on partagera également. Je voulais parler de tes autres projets parce que je sais que Un moral aux abois, c'est ton projet de cœur que tu portes aujourd'hui, mais je sais que comme tu es en reconversion professionnelle, tu es sur d'autres projets et j'aimerais bien que tu nous en parles, pas forcément aller en détail, mais donner un peu une idée aussi aux personnes, aux vétérinaires qui souhaitent peut-être se reconvertir. Quelles sont les options qui s'offrent à elles? Oui, voilà, alors j'ai eu la chance de pouvoir faire un bilan de compétences. Pour voir, parce que je restais très bornée dans le côté on met un chien, un chat, je sais le soigner, mais c'est tout ce que je sais faire. En fait, non, on sait faire beaucoup de choses. Et notamment, on sait prendre des décisions. Et ça, croyez-moi, il n'y en a pas beaucoup qui savent prendre des décisions aussi rapidement que nous. Et donc, du coup, avec ce bilan, ça m'a un peu fait réaliser qu'il y avait plein de portes devant nous et pas forcément dans le milieu véto. Là, aujourd'hui, en termes de projet, pour l'instant, sur le côté, je me forme en vente et en marketing. Je vais rejoindre une entreprise qui est montée avec mon meilleur ami. Alors, on va partir sur plein de choses. Ça va partir des vêtements, des jeux de société, de l'import-export de manière générale. Donc voilà, donc c'est un peu l'idée. Là, en ce moment, je me tâte aussi à devenir formatrice. Ça n'arrête pas, ça fusionne un peu partout. Probablement, je ferai une chaîne YouTube, très probablement en lien avec le milieu vétérinaire et le soin aux animaux. J'ai pour projet depuis plusieurs années d'écrire un livre aussi pour faire réaliser justement à la société, pas qu'au monde vétérinaire, mais à la société, ce que c'est être vétérinaire aujourd'hui. C'est pas c'est un très beau métier. Ouais, j'ai eu de plus en plus de mal à dire oui à cette réponse après, à cette question, cette affirmation. Donc en fait, c'est pour faire réaliser à la société un petit peu ce que leur vétérinaire qui soigne Kiki 2 fois par mois, ce que lui traverse. Un peu de réalisme. Ouais, tout à fait.
apporter du réalisme un peu sur tout ça. Donc voilà, enfin, Plein de choses. les projets s'arrêtent pas, ils s'accumulent, mais on va y aller étape par étape. Hein. Déjà, pour l'instant, effectivement, c'est un moral aux abois qui me prend le plus de temps. Donc, est-ce que tu dirais, est-ce que ta recommandation générale, ce serait de dire d'abord faire un bilan de compétences parce que ça t'a ouvert finalement des portes qui font qu'aujourd'hui, tu te permets d'explorer des choses que tu n'aurais pas imaginé explorer avant? Non, pas nécessairement. Moi, j'ai eu besoin du bilan de compétences pour comprendre, comprendre en fait ce qu'on appelle les soft skills. C'est donc pas des compétences qu'on apprend, c'est des compétences d'expérience. C'est la gestion du stress, communiquer, empathie, ce genre de choses. Donc moi j'ai eu besoin de ça pour faire ça. Je pense que si les personnes effectivement sont dans le flou, ça peut être très intéressant d'aller faire un bilan de compétences parce que vous allez pouvoir voir quelles sont vos compétences et quand vous aurez vos compétences, vous pourrez voir ce que vous pouvez faire. Après sinon il y a tout ce qui est coaching aussi qui est bien. Où du coup ça va vraiment être très personnalisé en fonction de la personne, ce qu'elle souhaite, comment elle est. Et voilà, et faire fonctionner tout ça. Moi, je sais que la personne qui m'a suivie pour le bilan de compétences était aussi coach. Et je me souviens d'un test qu'elle m'a fait passer où il y avait, je sais plus, une 50aine de cartes avec des valeurs dessus. Et à la fin, à force d'en réduire, on se retrouve avec 5 cartes. Et en fait, c'est les 5 cartes phares. Et en gros, si vous n'avez pas ces 5 valeurs dans votre vie, c'est qu'il vous manque quelque chose. Et donc voilà, donc je trouve ça c'est plusieurs aspects voilà de la psychologie entre guillemets qui sont très intéressants. Si s'il y a un manque ou quoi que ce soit, j'aurais peut-être plus tendance à partir sur un coaching, et s'il y a vraiment une remise en question pour la suite sans vraiment savoir vers quoi se tourner, un bilan de compétences, c'est très bien. Très clair. Je pense que ce que tu as dit au début que quand t'es vétérinaire, t'as du mal à dire tiens, je suis capable de faire autre chose que soigner des chiens et chats. C'est quelque chose que vraiment j'entends beaucoup. Et je suis contente que tu soulignes le fait que en fait notre métier nous ouvre un nombre innombrable de compétences qu'on n'imagine même pas. Ça, c'est très chouette. Oui, tout à fait. Mais il faut se donner la possibilité de les découvrir, effectivement, et ça, c'est pas toujours quelque chose qu'on peut faire tout seul. Et c'est vrai que le coaching, c'est quelque chose qui est pas encore très utilisé. Je pense dans la profession, ça vient de plus en plus. Mais c'est une vraie aide. Que ce soit d'ailleurs en groupe, ça peut être en groupe dans le cadre d'une clinique ou en individuel, hein, les deux. Ah oui, tout à fait. Est-ce que tu penses que c'est peut-être un peu tôt pour te poser cette question, mais est-ce que tu penses que tu renoueras peut-être un jour avec le métier de praticien? Je sais pas parce que d'un côté, je sens que je suis faite pour. J'ai toujours adoré ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai bizarrement beaucoup plus aimé mon métier dans le Covid où on voyait plus les gens, on voyait que les animaux. Mais alors, je sais pas du tout. C'est marrant, je te coupe, mais tu dis ça, mais en même temps, l'expérience que tu as adorée aussi, ton premier CDD là, c'était aussi quand tu étais c'est les gens. Finalement avec les gens. Ouais, et en fait, et c'est une des choses qui m'avait notamment été reprochée et que pourtant moi j'apprécie beaucoup. J'avais dans mes patrons que j'ai adorés. Elle avait une philosophie de vie qui était que si les gens sortaient de la consultation sans avoir appris quelque chose, on avait mal fait son métier. Et j'ai trouvé ça très vrai. Parce que on utilise tout le temps des termes, le jargon scientifique qui va bien, les gens ils comprennent pas. Après ils vous sortent n'importe quoi, on sait pas ce qu'ils ont retenu. Moi ce que j'aimais bien effectivement, c'était que quand les gens sortent de ma consultation, ils ont compris ce qui se passait et ce qu'on allait faire. Et c'est pas ok, bon il y a ça, on va faire ça, ça et ça. C'est fumeux pour les gens tout ça. Il faut, pour moi, c'était vraiment le côté leur enseigner en fait ce que l'animal avait et ce qu'on allait faire derrière. Et ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est pour ça que l'idée d'ouvrir une chaîne n'est pas très loin de moi, parce que c'est une partie de mon métier que j'ai beaucoup appréciée. Bon, affaire à suivre. Du coup. Ouais. Bon, chouette en tout cas que tu ne l'exclus pas et que finalement tu es dans une position aujourd'hui où tu as énormément de possibilités et que tu vas
partir à l'exploration, avec en même temps ton combat avec un moral aux abois, qui est une très belle lutte, d'ailleurs, je le reprécise. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose? J'ai une dernière question à te poser, mais voilà, je te laisse l'opportunité de parler d'autre chose, du même sujet, ou ce que tu veux. Rajouter quelque chose, je sais pas, si ce n'est oser, peut-être il faut juste oser s'écouter et oser faire les choses. Quand on sent quelque chose au fond de soi, bah, on a quand même souvent des bons instincts, hein. On n'a pas d'instinct de survie, comme on peut dire, mais on a quand même des bons instincts. Si on sent quelque chose au fond de soi, il faut agir en conséquence pour s'accorder. Et vraiment s'écouter et prendre soin de soi. Faut pas oublier qu'on est la personne la plus importante pour soi. Il faut vraiment pas oublier ça. Merci. Ma question allait être, du coup, quel conseil donnerais-tu à la plus jeune version de toi-même? Mais j'ai l'impression que t'as plus ou moins répondu. Mais si tu revoyais la Marine, là, fraîchement sortie d'études, est-ce qu'il y a autre chose que de ce que tu viens de dire que tu lui dirais? Ouais, je lui dirais de pas se sacrifier. Je lui dirais surtout, tu te sacrifies pas, tu penses à toi, tu fais les choses qui te plaisent aussi. Et ton métier, c'est pas ta vie. Donc tu avances et tu t'oublies pas dans le processus. Vraiment, je crois que c'est la chose la plus importante, parce que quand on s'oublie pas, on va finir par prendre soin de ça. Mais il faut pas s'oublier. Il faut pas oublier qu'on est la personne la plus importante. Du coup, j'ai encore une autre question. Est-ce que tu as des garde-fous, tu vois, aujourd'hui, bon, le contexte est différent, mais si tu devais donner des conseils, tu vois, de dire, bon, ben, comment on sait? En fait, c'est ça qui est dur, hein, parfois, c'est de savoir à quel moment on n'est plus, on se sacrifie trop. Parce que souvent, c'est un engrenage. On bascule et on sait plus qu'on a basculé. Ouais, tout à fait. Moi, je reviens souvent en ce moment à une réflexion que j'ai eue pendant mon internat, où je devais remonter à Paris pour notamment la remise des diplômes le lendemain. J'étais de garde, je devais être là toute la nuit, et j'avais un chien qui était épileptique et qui était venu pour crise convulsive. Et en fait, à un moment donné, parce que forcément, j'ai plusieurs cas, j'ai plusieurs voilà, on va suivre les autres, et à un moment donné, se poser la question de est-ce que est-ce que je souhaite rester devant la cage et ne rien faire, même si je suis présente ici. De toute façon, c'est pas pour autant que je verrai s'il y a une crise convulsive ou pas, parce que bon, on sait tous qu'elle peut être plus ou moins longue. Voilà. Même si je suis au sein de la clinique, je le verrai pas forcément. Est-ce que vraiment je reste les yeux rivés sur cet animal, sachant que j'avais fait toute la semaine aussi, donc la fatigue était déjà bien présente, ou est-ce que je prends le parti de dormir, quitte à aller faire des rondes et aller vérifier. Et en fait, c'était ça. En fait, à un moment donné, la décision dans ma tête, ça a été ok, est-ce que tu fais ça à tes risques et périls, sachant que derrière, j'enchaînais avec de la route et donc potentiellement un accident de voiture, ou est-ce que vraiment tu sacrifies et tu donnes tout ce que t'es capable de donner, sachant que vu l'état de fatigue, je me serais de toute façon endormie devant la cage de l'animal. Mais la décision était un peu là, et je trouve que c'est ça qu'il faut faire attention, parce que c'est bien de penser aux autres, c'est bien de penser à l'animal, à tout ce qu'on peut faire. Si ça représente un danger pour soi, et si au final on est en train de s'oublier, c'est peut-être pas une très bonne idée. Ouais, donc s'acquitter aussi peut-être de cette impression parfois qu'on est un peu indispensable. Aussi agrémenté d'un lot assez lourd d'anxiété, et peut-être se réaliser que en fait on sera beaucoup plus utile reposé. Tout à fait. S'il faut pas oublier que si l'animal a besoin d'une surveillance H24, c'est des soins intensifs qu'il lui faut. Où vous avez des personnes qui viennent, qui sont payées pour être là 24 heures sur... Enfin, elles seront pas là 24 heures sur 24, mais elles vont faire des cycles où elles seront là et ce sera leur période de travail. Nous, en tant que vétérinaire généraliste,
On arrive, on fait notre journée de travail, le soir on est de garde, d'astreinte, peu importe, ça dépend des gens. Et après, derrière, en général, on enchaîne avec la journée de boulot. Donc on peut pas en fait faire 24 heures, on n'est pas des robots. On peut pas faire 24 heures d'affilée. Donc si les gens refusent d'envoyer pour des soins intensifs, il faut bien comprendre que c'est pas de notre ressort. Beaucoup de choses qui se jouent. Ouais, il y a beaucoup de choses. C'est très compliqué, il y a beaucoup de choses. Je sais qu'à mon avis, je vais me faire allumer là-dessus, mais... Pas du tout, non, pas du tout. C'est un sujet... D'ailleurs, c'est pour ça que les centres d'urgence se développent de plus en plus. C'est des vrais sujets, tout Exactement. ça. Ouais. Exactement. C'est vraiment... faut vraiment comprendre ça, quoi. On n'est pas à la merci de tous. Et clairement, l'idée de le client est roi, c'est faux, Il faut sortir de ce truc-là. Le client n'est pas roi. C'est vous qui êtes roi de votre entreprise. Et si vous voulez que votre entreprise fonctionne, il faut arrêter de perdre du temps pour des gens qui n'en valent pas le coup. C'est l'une des premières choses que j'ai appris lors de mes formations marketing. Et je trouve ça très vrai. Mais merci pour tous ces partages, Marine. Merci pour ta confiance, vraiment. Et c'est vraiment un bel épisode. Je suis vraiment contente d'avoir enregistré avec toi. J'ai aucun doute que ça va toucher beaucoup de gens. Et j'espère aussi que ça touchera certaines personnes au point que tu aies de l'aide dans ce projet. Parce que c'est méritant. Donc voilà. Donc merci beaucoup à toi et merci à toutes les personnes qui nous écoutent, comme d'habitude. Merci à toi de m'avoir proposé. C'est super. Avec grand plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Veto Micro. Si le cœur vous en dit, partagez-le à vos amis et à vos collègues, abonnez-vous au podcast et mettez-nous une note de 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui nous permet de remonter dans les classements et de donner de la voix à la profession. Si vous souhaitez participer à Veto Micro, nous suggérer des invités ou tout simplement nous écrire, faites-le sur l'adresse podcast@temavet.fr. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour écouter une nouvelle façon d'être vétérinaire.